Merci si vous nous rejoignez, troisième partie de cette émission. Je suis toujours avec Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, Abdelkarim Yacoub-Konogomé, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières, et Daoud Attal, éditorialiste d'Africa 24. Place au Zoom. Et on continue de parler santé. La santé, toujours pas une priorité. Les chiffres sont en effet loin d'être en adéquation avec la volonté affichée par les chefs d'État africains. Les budgets accordés par les gouvernements d'Afrique subsaharienne sont insuffisants, alors que le chiffre préconisé se situe entre 5%. L'essentiel des États y consacrent moins d'1% de leur produit intérieur brut. Un constat accablant. Alors, quel modèle de financement pour l'Afrique? Quelle protection sociale pour les Africains? Voici quelques éléments de réponse dans ce sujet préparé par Wendiam Valentin Compaoré. Les défis sanitaires de l'Afrique sont devenus de plus en plus complexes. C'est ce qui explique la tenue du deuxième forum sur la santé en Afrique du 26 au 28 mars 2019 à Praia, la capitale capverdienne, avec pour thème « Assurer la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire, l'Afrique que nous voulons voir ». Objectif, fournir une plateforme sur laquelle de nouveaux partenaires, initiatives et programmes peuvent être forgés et à créer des changements significatifs pour de meilleurs soins de santé en Afrique. L'une de nos plus hautes priorités consistait à aider nos États membres et la région à progresser plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle, le renforcement de la résilience et les capacités nécessaires à la sécurité sanitaire. Le Cap-Vert dispose d'un système sanitaire efficace. Le pays est d'ailleurs parmi les 6 nations africaines qui comptent éradiquer le paludisme à l'horizon 2020. Le Cap-Vert a aujourd'hui une espérance de vie moyenne de 75 ans, un taux de couverture des postes vacants de plus de 90% et un système de santé dont le temps maximum d'accès, malgré la grande dispersion de la population, est d'environ 30 minutes. On rappelle, cette rencontre qui réunit plus de 600 participants s'achève le 28 mars 2019. À noter que le premier forum sur la santé en Afrique s'est tenu à Kigali au Rwanda en juillet 2017 sur le thème « Donner la priorité à la population sur la voie de la couverture sanitaire universelle ». Voilà donc pour la CMU qui était donc discutée dans ce forum, Daoud Attal. Alors on parle de plus en plus de CMU, notamment en Afrique du Sud. Effectivement, la moitié de la population, si ce n'est plus, en a cruellement besoin, mais seulement voilà. Alors pas que pour l'Afrique du Sud, bien évidemment, mais les budgets restent sensiblement les mêmes, à savoir que la majeure partie des États africains y consacrent moins d'1% de leur PIB. Comment expliquer ce paradoxe? Ce paradoxe s'explique par rapport aux urgences. Bon, limite, on va glisser vers un petit peu l'économie parce que c'est lié. Quand vous avez un budget de l'État, c'est des dépenses et des recettes. Et la plupart du temps, dans les pays africains, les dépenses sont plus importantes que les recettes. Ça génère un déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire, si vous voulez le financer, vous faites appel à l'aide publique au développement ou alors à des programmes du FMI ou à de l'endettement. Et quand vous avez un programme avec le FMI qui vous prête, par exemple, ou qui définit un plan avec vous, vous devez limiter un certain nombre de postes en termes de dépenses pour redresser vos finances. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème de stratégie, un problème de politique de santé? Mais justement, il y a un problème de politique de santé. Mais je dis ça parce que même s'il y a la volonté, donc moins d'1% du PIB, c'est très peu, parce que justement, les États n'arrivent pas à mobiliser des ressources, à développer des politiques publiques efficaces qui leur permettent justement on parlait d'impôts tout à l'heure, et de faire des choix de politiques publiques qui sont intéressantes pour réinvestir dans la santé. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aussi le plateau technique, il est important, parce qu'on a de très bons médecins. En Afrique, on a de très bons médecins, on a des techniques
qui sont éprouvés et adaptés au contexte local, sur lesquels on est même meilleur que les autres, sur les maladies tropicales par exemple. Donc ça, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Le système médical de santé, il est adapté, c'est-à-dire dans certains endroits, vous avez l'infirmier qui peut prescrire. Par exemple, en Europe, un infirmier ne prescrit pas d'ordonnance, sauf dans des cas très très rares et bien encadrés. Donc on s'adapte. Sauf que s'il n'y a pas le plateau technique, vous voulez faire un scanner, vous voulez faire une échographie, etc., ça coûte très cher. Et dans ce cas-là, il faut que l'État mette la priorité sur les soins de santé parce que ça a un coût. Une population malade, c'est une population qui n'est pas active, donc vous perdez en efficacité, vous perdez en performance et vous allez soigner également et ça engendre des dépenses. Donc je pense que véritablement le problème, il est là. C'est que d'abord, former les médecins, pouvoir les rémunérer dans le budget de l'État, c'est très important. Ensuite, améliorer le plateau technique. Vous allez dans des régions même, des villes, des milieux urbains où vous n'avez même pas du matériel médical pour faire bien ce qu'il faut. Les soins, je l'ai dit tout à l'heure, les examens médicaux tout simplement. Parfois, même un certain nombre de choses, d'actes, ne peuvent pas être faits sur place. Il faut envoyer une prise de sang dans la capitale par moment, etc. Donc voilà, je pense que développer le partenariat, il ne faut pas rêver. Moi, je pense que ça devait être la priorité, mais toujours on dit l'État ne fait pas assez. C'est vrai, mais si on attend l'État aujourd'hui dans les pays africains, je pense qu'on ne va pas arriver à un système de santé très efficace. Je termine là-dessus. Oui. Ce qui est important aussi, c'est de faire en sorte de développer ces partenariats publics-privés et d'inciter même le privé local à investir dans la santé de manière à ce que ensuite l'État subventionne. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, j'allais justement poser la question du renforcement du partenariat public-privé. Est-ce qu'il faut le renforcer? On voit quand même que dans des États comme le Nigeria, le privé déjà joue un grand rôle. 75% déjà des investissements provient déjà du privé. Il faut renforcer dans les autres pays, Abdelkarim? Non, déjà, il faut voir les choses en amont avant de parler public-privé. En fait, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est de déjà voir le nerf de la guerre dans l'histoire. C'est qui finance? C'est ça la question. Comment financer le CMU, la couverture universelle? Dans un pays où presque 80% de la population vit avec moins de $1 par jour, où cette population survit avant parce qu'il y avait à l'époque la gratuité des soins pour la population. Tous les hôpitaux sont gratuits. Maintenant, si on regarde dans les autres pays, on voit très bien que c'est le patronat qui finance. Quand tu travailles, ça veut dire que tu cotises. Et cette cotisation permet aussi de financer. Dans un pays où 70% de nos économies sont informelles, donc l'État manque cruellement ou perd beaucoup d'argent en termes de TVA. On n'arrive pas à collecter les TVA, peut-être qui aurait pu permettre de financer tous ces projets sanitaires. Ça n'existe pas. Notre économie, ce sont des économies complètement désorganisées, pas contrôlées. Les recettes qui entrent dans nos caisses sont orientées vers des secteurs qui ne sont pas du tout prioritaires, où beaucoup de régimes utilisent le peu qui rentre pour leur survie, parce qu'ils financent ailleurs, parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Donc, il y a tellement de choses à régler en même temps. Maintenant, à ce forum qu'il y a eu, je crois que au Cap-Vert, et celle qu'il y a eu l'année dernière à Kigali, il y a des choses qui ont été dites. Des projets, des feuilles de route ont été données. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été réalisé? Alors quand même, voilà, ce forum qui a eu lieu au Cap-Vert et puis l'autre au Rwanda, alors quand même très symbolique au niveau de ces deux pays qui, là, la question de la CMU avance... avance 20% passif. Oui. L'Afrique du Sud est sur le bon chemin parce que l'Afrique du Sud a une économie qui commence à tenir la route, qui tient la route. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ces pays-là. Le Sénégal, c'est très bien. Vous avez un pays qui fonctionne bien avec une bonne stabilité politique qui avance. Mais les autres... système de santé, là, entre parenthèses, on a la CMU aussi, la couverture maladie universelle. Mais qui pose quand même un certain nombre de questions au niveau du remboursement. À 40%, la gratuité des soins donc maintenant, pour moi, mais ça pose quelques détails. Notamment en zone reculée où il y a un problème au niveau du remboursement. Donc du coup, pour moi, il ne faut pas passer justement par le CMU. Donc le CMU, on l'a déjà, donc la gratuité du soin pour toutes les populations. Il faut revenir à ce système-là. Maintenant, aider les États plutôt à aller... Il ne faut pas avoir deux systèmes de santé parallèles non plus, parce que je vois très bien que quand il y a des hôpitaux privés, tous ceux qui ont de l'argent vont dans des cliniques privées et les pauvres dans les cliniques publiques où il n'y a rien.
Même les médecins ne veulent pas travailler dans les... Donc il ne faut pas aller forcément vers un renforcement du public-privé? Non, il faut aller dans l'équilibre. Il ne faut pas se piquer. Enfin, moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on peut avoir deux systèmes de santé parallèles, où les riches se soignent bien et les pauvres vont aller dans les moins bien. C'est ça, c'est ma crainte, oui. Et que maintenant, il ne faut pas compter sur les États avec leur système économique actuel pour arriver au CMU. Il faut un accompagnement plus fort et multisectoriel. Sylvain Ulrich Obama, alors il y a quand même urgence, Abdelkarim. Donc là, il faut impérativement quand même avoir des hôpitaux qui sont opérationnels avec des personnes qui peuvent y accéder plus facilement. Donc là, ce que vous dites, ça revient à attendre que les choses se passent parfaitement, que l'économie se porte bien pour que le système de santé s'améliore. Je l'ai dit, il faut le faire en même temps. Oui. Il y a une problématique de stratégie politique, de mon point de vue, parce que nous avons des pays qui consacrent des bons revenus dans leur système de santé, mais pourquoi n'arrive-t-il pas à un rythme rapide, justement, à éradiquer la mortalité infantile? On a par exemple, la stratégie peut-être serait plutôt de construire des hôpitaux de proximité que des hôpitaux de référence qui sont architecturalement impressionnants, mais géographiquement éloignés des populations. Parce qu'il y a aussi ce problème qui se pose et qui, sur le plan de la maintenance, même quand il y a du matériel, pose problème parce que la maintenance n'est pas assurée. Donc on a toutes ces problématiques. Maintenant, la question du financement, mais c'est là où l'innovation et les idées doivent être mises en évidence. Je vois que dans le système de santé gabonais, il y a un financement innovant qui est aujourd'hui de taxer les opérateurs téléphoniques ou toutes les personnes qui ont un téléphone portable, donc les détenteurs des téléphones portables. Et au Ghana, ils ont instauré une sorte de mini-TVA, justement pour financer justement la couverture maladie universelle. Parce que la question du financement, elle est centrale. Elle est centrale. Ouais. Parce que nous avons des économies à 80% informelles, dans l'informel. Donc on a des personnes qui travaillent, mais dont les revenus ne sont pas captés par l'administration. Donc il n'y a pas un roulement, parce que normalement le financement de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle, c'est vous avez des salariés qui cotisent, etc. C'est un cercle. Mais sauf qu'il y a aussi cette problématique justement de cette économie informelle. Comment trouver des solutions justement pour intégrer cette économie informelle dans le formel pour pouvoir mieux financer la CMU. Alors, il y a la question du détournement que Abdelkarim a soulevé il y a quelques instants. Là, on a la mise en place de la TVA dans certains pays pour financer la santé. Mais voilà, il se pose quand même la question de où vont les fonds récoltés. Il se pose la question de la corruption, la bonne gouvernance. Ça, c'est une évidence. Il est clair que, beaucoup d'études l'ont montré, si on arrivait à lutter, arriver à la corruption zéro, au détournement de deniers publics zéro, c'est sûr que le système de santé pourrait se développer. Mais comment le faire? C'est pas possible de toute façon. Comment le faire? En fait, moi, je crois qu'il faut mettre des clauses contraignantes. C'est vrai, dans ces forums, on ne parle pas, on donne toujours des conseils, on donne des outils aux gouvernants, mais on ne met pas des clauses contraignantes. On ne fait pas des suivis, on donne tout d'un seul coup. Moi, je crois qu'il faut faire comme la BAD a fait avec le Togo. Ça veut dire, la BAD donne, en fait, on hachait les financements, on leur donne un petit bout. On attend qu'ils réalisent, on donne l'autre bout. Non, mais ça permet de contrôler et de suivre. Ouais, enfin, c'est une solution. Oui, tout à fait. Mais ce que la BAD donne, c'est des prêts. Oui, je sais. C'est un exemple. Je n'ai pas dit qu'il faut que la BAD finance. Pour moi, mais il y a quand même une évaluation. Il y a une évaluation, mais si l'OMS donne, par exemple, de l'aide, on donne et c'est tout. Oui, mais il n'y a pas de suivi. Mais l'aide, moi, dans ce domaine-là, je n'y crois pas, à part que c'est des pansements. Tout à fait d'accord avec vous. Il faut aller dans le durable. Et pour moi, effectivement, il faut mobiliser en priorité des ressources en interne. Parce qu'évidemment, la BAD, c'est une institution africaine, il faut le dire. Mais quand même, la BAD, le FMI, qu'est-ce qui les éloigne de... Mais la BAD,
c'est ce rôle la BAD. C'est le rôle de la BAD. C'est le développement de l'Afrique. C'est une institution. Oui, c'est pour le développement de l'Afrique. Laissez-moi finir. Alors très rapidement, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. C'est une institution panafricaine, mais c'est une institution qui a son importance. Hein, je ne dis pas le contraire. Par contre, si elle vous prête de l'argent, vous allez rembourser. C'est naturellement. Donc vous avez peur de la solvabilité de nos États? Non, c'est pas. Je dis qu'il faut en priorité mobiliser les ressources sur le plan national, parce que la dette entraîne l'augmentation du service de la dette. Aujourd'hui, beaucoup d'États africains s'endettent pour rembourser d'autres dettes. Donc, c'est pas comme ça que vous allez développer un système. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de nos prochaines émissions. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Merci à vous également, Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup, Daouda. Merci Zahra, plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bon week-end. Merci.